Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richomme en IMOCA aux côtés du groupe Paprec. Le double vainqueur de la solitaire du Figaro s'alignera fin octobre sur la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre avec Yann Eliès à bord d'un bateau dernier cri Paprec Arkea avant de s'attaquer à son premier Vendée Globe l'année prochaine. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra 5 pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films d'inédits exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 141e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures, en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 20 novembre, il est exactement 19h05 heure de Paris, 14h05 à Fort-de-France, et comme la semaine dernière, nous allons refaire le match de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre, mais cette fois-ci en IMOCA, en compagnie de 3 marins qui sont arrivés dimanche en Martinique. Le premier a terminé cette Jacques Vabre pour la 2e fois consécutive sur la plus haute marche du podium. Il s'est imposé avec Thomas Ruyant sur Fort People. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Morgan Lagravière. Salut Morgan. Salut. Le second est arrivé un peu plus de 4 heures après Fort People et se classe 2e de cette Jacques Vabre avec Yann Eliès sur Paprec Arkea. C'est Johan Richomme. Salut Johan. Bonjour Axel, bonjour à tous. Quant au 3e, il aura donné quelques sueurs froides à tous ses concurrents sur cette Jacques Vabre avec une option Nord qui aura manqué de peu d'être payante. Il s'agit de Julien Villon qui est co-skipper de Justine Métro sur teamwork.net et qui est arrivé finalement à la 6e place. Salut Julien. Salut tout le monde, salut. Messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, un retour rapide sur cette 16e édition de la Jacques Vabre qui s'était lancée pour les IMOCA le mardi 6 novembre avec 9 jours de retard sur le planning prévu en raison des tempêtes automnales qui ont balayé le golfe de Gascogne. Les premiers jours de course ont été dominés par le duo Jérémy Bayou-Franck Camas sur Charal, en tête devant Paprec Arkea avant d'attaquer la traversée d'une grosse dorsale anticyclonique au nord de Madère. C'est à ce moment-là qu'il a fallu choisir sa route. La grande majorité des bateaux, en particulier ceux qui étaient en tête de flotte, ont opté pour une route sud, tandis que teamwork.net et Groupe Dubreuil avec Sébastien Simon et Iker Martinez ont mis le cap à l'ouest pour suivre une route plus directe mais bien plus engagée. Le groupe des sudistes a ensuite attaqué la traversée de l'Atlantique proprement dite, avec une prise de pouvoir progressive de Fort People talonnée par Paprec Arkea, tandis que Charal a concédé du terrain à cause d'un problème sur son grand Jennaker. Ce sont finalement les partisans de la route sud qui l'ont emporté, avec la victoire dans la nuit de samedi à dimanche de Fort People, la 2e consécutive pour le duo Thomas Ruyant-Morgan Lagravière, après un peu moins de 12 jours de mer. Paprec Arkea et Force de Planète, skippés par Sam Goodchild et Antoine Coche, ont complété le podium. Les 4 bateaux suivants, dont teamwork.net arrivé 6e, sont arrivés dimanche après-midi en un peu plus d'une demi-heure.
Voilà pour ce bref récapitulatif de cette 16e édition IMOCA. On va peut-être commencer avec le vainqueur Morgan. Morgan, comment te sens-tu 24 heures après cette arrivée d'une Transat Jacques Vabre qui aura été assez intense comme souvent? Eh ben écoute, c'est toujours particulier un peu ces arrivées de course, hein, la transition entre le milieu sportif, la partie vraiment en mer et puis la partie terrestre, c'est toujours assez radical en fait cette transition-là. C'est une ambiance positive forcément, surtout quand on gagne une course, hein. On va pas se plaindre, bien au contraire, mais bon, faut effectivement un petit peu de temps quand même pour réaliser la performance, réaliser que voilà, on a fait quelque chose de sympa et que c'est le temps maintenant de profiter finalement de tout ça avec les gens qui ont contribué aussi à réaliser cette performance, mais un peu plus dans l'ombre, toute la partie des équipes techniques, les partenaires et voilà. Donc non, c'est cool, on profite. Le cadre est super sympa en plus en Martinique, on a des super conditions. Donc euh, donc voilà, c'est top, des bons moments de vie. Ouais. Johan, de ton côté, 24 heures après l'arrivée, on est comment fatigué, content d'en avoir terminé. Quel est un peu ton sentiment? Alors, écoute, on est toujours content d'en avoir terminé, hein. C'est vrai que c'est toujours l'accomplissement d'une petite aventure, tout ça. Et du coup, quand c'est plein de réussite, on est toujours content que ça se termine. Et puis, de la plus belle des manières. Et puis, c'est vrai que là, en Martinique, on est plutôt bien, hein, si tu veux. Là, je sors de l'eau et puis du petit boui-boui de la plage où on a mangé les poissons avec les enfants, on s'est baigné. Tout va bien. J'arrive après à me reposer. J'ai pas tenu tard hier soir à la soirée des vainqueurs, hein, mais en tout cas, c'est cool de pouvoir profiter avec tout le monde, de se retrouver dans un moment où tout le monde peut un peu décompresser, même si les objectifs à venir derrière nous obligent à rester concentrés. Mais voilà, c'est cool de passer un peu de temps avec l'équipe et de décompresser en Martinique. Bon, on en parlera en fin d'émission de ces objectifs à venir. Julien, de ton côté, comme je le disais, hein, vous avez eu une route quand même un peu plus engagée que tes petits camarades. Est-ce que tu es content d'en terminer? J'imagine que ça a quand même bien tapé par le nord. On reviendra dessus tout à l'heure. Ouais, je partage l'avis de mes copains. Tu es toujours content d'arriver et de retrouver un peu la civilisation entre guillemets, même si on n'est pas complètement en autarcie, on est relativement connecté sur nos bateaux, mais de retrouver les équipes, notamment pour partager ce moment-là avec ceux qui bossent sur les projets tout au long de l'année, qui sont dans l'ombre et qui vivent la course à 200%. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne notre équipe. Ils sont hyper attachés et ils vivent vraiment à fond les 12 jours de course autant que nous. Donc on sentait de la joie et des sourires à l'arrivée et puis pouvoir partager les premiers moments de terre avec eux et leur rendre un peu tout ce travail, ça fait du bien aussi de notre côté. Bon, avant de refaire le match de cette transat avec vous, un petit dernier mot, Morgan. Deuxième victoire consécutive, encore avec Thomas Ruyant, avec la même équipe. Quelle saveur elle a par rapport à la précédente, cette victoire? Est-ce qu'elle est meilleure? C'est pareil que comment tu ressens cette victoire? Bah écoute, la saveur, c'est un peu tôt pour, en tout cas la saveur à court terme, je peux t'en parler, mais en général, on la savoure sur du long terme, hein. C'est quand même un travail de longue haleine qui a démarré au moins depuis 1 an, si ce n'est plus. Donc j'espère qu'on va pouvoir capitaliser sur cette expérience-là assez longtemps, en tout cas en termes de plaisir. Donc voilà, après c'est sûr que dans le contexte, c'est différent. Enfin, la manière dont on a abordé la course était un peu différente de la précédente, dans la mesure où quand tu as déjà gagné quelque chose, des fois c'est plus dur de la regagner une deuxième fois parce que tu plus forcément exactement la même carotte. Dans le meilleur des cas, tu fais aussi bien que ce que tu as déjà fait. Donc mentalement, c'est vrai que l'approche est un petit peu différente. Mais voilà, on s'était vraiment mis cet objectif en tête et puis voilà, avec Thomas, c'est sûr que les choses fonctionnent assez naturellement. On est vraiment dans un fonctionnement où on fait les choses sans forcer. On est naturellement très complémentaires, on s'entend naturellement très bien. Donc finalement, quand tu laisses le naturel faire les choses, c'est plus facile. En l'occurrence, je dirais pas que c'est facile globalement de gagner une course, mais c'est peut-être plus facile comme ça. Donc voilà. Après, sur du long terme, on va voir. C'est sûr, c'est que ça donne confiance. Et puis ça permet de concrétiser aussi les axes de travail qu'on avait mis en place sur toute cette préparation. Voilà.
Revenons maintenant 2 semaines en arrière. Le départ de cette Transat Jacques Vabre devait être donné le 29 octobre. Finalement, je crois que vous avez tous appris au matin du dimanche 29 que vous ne partiriez pas, et vous êtes partis finalement 9 jours plus tard, le 6 novembre. Johan, raconte-nous un peu comment tu as vécu déjà l'annonce de ce report le 29 octobre et comment vous avez vécu un peu ces 9 jours. Ça a dû être une période un petit peu bizarre à attendre que le départ soit donné. Ouais, écoute, moi ça a commencé par une bonne rigolade parce que si tu veux, j'étais tellement chaud que je suis descendu boire mon dernier petit café au petit déj de l'hôtel et j'ai débarqué en botte et en ciré et tout le monde m'a regardé en mode ah, lui il a pas regardé son téléphone, tu sais. Il a pas eu la nouvelle. Et du coup, je me suis retrouvé à rigoler et à être un peu la moquerie de tout le monde. Du coup, ça avait bien commencé. J'ai suivi pardon, j'ai continué ma journée en faisant les commentaires du live de départ pour les partenaires. Et puis après, on s'est mis dans une espèce de bulle d'attente parce qu'on voyait bien que de toute façon, il y avait très très peu de solutions avant les fameux 9 jours qu'on a passé à terre. Forcément, ça a été long. Au début, ça va, tu trouves toujours à t'occuper de 3 trucs. Et puis au final, à la maison, j'arrivais à rien faire, à rien lancer comme projet nouveau. Tu vois, il fallait que ça parte, quoi. On avait la tête concentrée sur cet événement-là et il n'y avait pas autre chose qui pouvait voilà, on avait à faire de la place pour rien d'autre, quoi, quasiment. Du coup, un peu longuet, mais voilà, normal. Et puis on connaît les contraintes techniques qu'il y a eu. Et au final, on a réussi à assez bien replonger directement dans le sujet et à être chaud pour le départ, bien concentré et tout. Hyper satisfait de la façon dont on a géré ça au final. Et toi, Julien, de ton côté, est-ce que tu as passé ces 9 jours dans les fichiers météo à regarder sans arrêt quand il pouvait y avoir des possibilités de départ? Non, pas du tout. Je suis un peu superstitieux de ça. J'ai horreur de me mettre dans la météo trop tôt, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'aime pas faire des plans, les défaire et tout, donc je commence jamais 3 ou 4 jours avant le truc. Donc je t'avoue que je suis assez vite retourné dans la sphère familiale, retrouver la vie la plus normale possible. J'ai été faire c'était les vacances de la Toussaint, donc j'ai profité de mes filles et de faire des trucs que j'aurais pas pu faire parce que je devais être en mer. Donc je me suis greffé sur ce programme familial et en scrutant très brièvement le matin savoir s'il y allait avoir une probabilité de départ dans les jours qui venaient. Puis quand on a commencé à avoir une fenêtre, là on s'est replongé dedans et retourné au Havre. Mais ouais, j'aime bien retrouver assez vite le rythme normal et pas rester. Ça génère quand même un peu de charge mentale de savoir ça part pas et c'est fatigant. Donc si on peut se délester de ça, c'est toujours bien. Bon, donc départ le 6 novembre, des conditions assez musclées, hein, des très belles images en tout cas pour nous à voir. Morgan, raconte-nous un peu cette entame de Transat, comment vous avez vécu ce démanchage et cette traversée du Golfe. Vous avez avec Thomas opté pour une trajectoire un peu plus est dans le Golfe. Vous passez à l'intérieur du DST du Cap Finistère. Raconte-nous un petit peu ce début et ce premier choix. Ouais, écoute, les conditions à cette période de l'année sont souvent un peu engagées, hein, on le sait, c'est souvent le cas. Effectivement, on est parti avec des conditions un peu en avant d'un front, des conditions quand même relativement engagées, encore plus avec ces bateaux qui vont de plus en plus vite au près. Donc, la vie à bord des IMOCA au près à 17-18 nœuds, c'est assez bestial. Donc, voilà, on a été un peu pris à vif finalement là-dessus. Nous encore plus dans la mesure où on n'avait pas navigué déjà toute la période d'attente au Havre comme les autres, mais on avait peu navigué aussi les semaines et les mois avant par rapport à une avarie qu'on a vécue sur la course du Fastnet. Donc voilà, ça a amplifié un petit peu le phénomène de réapprentissage finalement de la manière dont se comportent les bateaux dans ces conditions. Et puis effectivement, donc ça c'était la première étape, hein, le passage du front, engagé comme on s'y attendait. Et puis derrière, il y avait deux options possibles. Il y avait effectivement un choix qui devait s'opérer assez rapidement à la Pointe Bretagne. Et puis nous on avait pris le choix, pris la décision assez tôt d'aller au sud, même si c'était pas forcément l'option privilégiée au départ, en tout cas mis en avant par les perspectives de routage. Et on avait en tête aussi d'essayer d'influer d'une manière ou d'une autre sur la position des autres bateaux derrière. On sait que il y a peut-être des fois des rôles un peu d'influenceurs quand t'es leader sur une flotte ou pas loin de l'être.
Et donc, on a tiré la barre plus que ce qu'il fallait peut-être pour essayer de vraiment d'imposer cette trajectoire et de montrer qu'on avait la volonté d'aller au sud assez tôt. Voilà. Et après, on a aussi eu quelques petites avaries à bord, y compris des avaries de communication. Donc, on n'avait plus de fichiers pendant pas mal de temps, ce qui a fait que cette trajectoire un peu marquée dans l'est, on n'a pas forcément très très bien géré. On n'a pas réussi à trop s'en sortir derrière, mais voilà pour le début de course. Johan, quand vous avez vu justement ce petit décalage de For People à l'est, est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce que vous êtes dit quelle est un peu la réaction quand tu vois ça? Je me suis dit qu'ils faisaient une erreur. Non, on les a laissés faire. On était décidé d'aller au sud aussi. C'est vrai qu'il y a eu, je crois, une ou deux météos qui pouvaient nous engager à faire cette trajectoire-là. Et effectivement, bah, si après il te manquait des fichiers, ça pouvait, voilà, forcément t'induire en erreur. C'est là où après ils ont eu du mal à se récupérer un peu de leur position est, Morgan et Thomas, et on a réussi à les recoller. Et Charal a d'ailleurs plutôt mieux joué que nous à ce moment-là, parce que eux, ils ont carrément un petit peu plus cranté dans l'ouest, et pareil, ils ont pris l'avantage. Et au final, pour finir, sur un passage de dorsale où et nous et Charal on s'est un peu croûté et on a trop serré la bulle, ou alors elle a évolué d'une trop mauvaise façon pour nous, je sais pas trop, et c'est là où Morgan et Thomas ils se sont refaits avec leur position est au final. Donc tout ça pour se retrouver à la sortie de la dorsale à peu près tous les trois ensemble, mais voilà, chacun choisissait un peu sa trajectoire. C'était cool d'avoir un peu de liberté d'esprit sur chacun des bateaux, quoi, et de pas avoir une espèce de transhumance de moutons comme on peut avoir parfois. Donc voilà, moi j'ai apprécié ça, le fait d'avoir notre façon de voir les choses et pas se laisser influencer par les deux autres, malgré le fait que c'était quand même les deux bateaux favoris de la Transat. En tout cas, j'étais assez dans une démarche d'apprentissage et de commettre des erreurs moi-même, et plutôt que de juste suivre pour obtenir un classement correct, quoi. Je voulais vraiment être confronté à mes propres décisions et problématiques et erreurs. Ouais. Sur cette première partie de course, vous êtes dans le paquet de tête, hein, vous êtes quatrième, troisième, cinquième, donc au contact de Charal notamment. Est-ce que c'est rassurant, ça vous rassure sur la vitesse du bateau sur ce début de course? Ouais, carrément. Écoute, on a été un peu moins à l'aise au près pour sortir de la Manche. C'est vrai qu'on n'a pas la régularité de vitesse, de gestion des caps et des bascules qu'avaient Charal et For People. Là, ils étaient vraiment forts et plus percutants que nous là-dessus. Moi, j'ai pas encore toutes les astuces pour mener le bateau à ce tempo-là. Mais en tout cas, on était quand même pas très loin, on était content, et que globalement, quand on a fait des bêtises, derrière, on a refait des trajectoires assez correctes. Donc effectivement, on sort de la Manche plutôt troisième, si je dis pas de bêtises. Et ça s'est surtout joué derrière le front, où très vite, on a rebalancé toute la toile possible. Parce que j'avais fait un peu l'erreur sur le dernier rhum de trop patienter, et en fait, tu le regrettes. Et du coup, là, on a rebalancé toute la toile. Il y a eu une petite pause dans le vent, et c'est vrai que derrière, quand ça a réattaqué, le vent est rentré à 20-25 nœuds, là, on est parti comme des avions. Et je t'avoue qu'au bout de quelques heures, Yann, il m'a dit, bah là, si ça avait été mon bateau, j'aurais pas fait ça. C'était un peu trop rapide, un peu trop engagé. Bon, d'ailleurs, on a un petit peu abîmé la structure devant. Je pense que c'était probablement à ce moment-là, mais je voyais ça comme étant à la fois un test et à la fois un moment critique de la course. C'est-à-dire que si tu veux allonger par devant pour plonger sud, c'est vraiment dans ces moments-là, il faut mettre la poignée dans le coin. Alors c'est aussi la meilleure façon de rentrer au port rapidement. Donc voilà, il faut arriver à le faire tout en gérant ça bien. Mais c'était plaisant effectivement de traîner aux avant-postes, voilà, malgré quelques erreurs qui vite coûtent des milles, d'arriver. C'est assez impressionnant la capacité qu'on a à perdre 10 000 et à reprendre 10 000, quoi. Ça va hyper vite. C'est vraiment, enfin, c'est quasiment ton 1000 de Figaro, et encore. Enfin, c'est un facteur énorme. T'as l'impression que les distances sont grandes, et en fait, elles peuvent augmenter ou diminuer très rapidement. Julien, vous faites aussi un bon début de course, hein. Vous êtes dans le paquet, juste derrière justement Arkea Paprec, avec notamment Initiative Cœur, Groupe Dubreuil. Comment se passe ce début de course, et est-ce que déjà dans la tête commence à se poser la question j'imagine, de la route à prendre?
Oui, bah, on était globalement contents. On sait que dans le vent fort, on est à l'aise avec Justine. On a confiance dans le bateau qui est solide et vraiment, vraiment marin dans ce vent-là. Et puis, je pense que c'est plutôt un de nos points forts dans les manœuvres et tout. On a cette saison, on a beaucoup navigué, on se connaît bien, donc il y a pas souvent de déchets dans nos manœuvres. Donc quand il faut travailler les passages de vent, prendre les riz, tout, il peut y avoir un peu de casse de matos si tu manœuvres pas bien, pas à temps, pas dans le bon timing. Et là-dessus, c'est plutôt un de nos points forts. Donc on est en confiance dans cet exercice-là. Ça nous a permis de bien sortir de la Manche et du premier front. Euh, Moi, j'ai eu les 24 premières heures aussi. J'étais pas au top de ma forme pour ma marinée, donc Juju a bossé fort et j'ai pu compter sur sa solidité. Et puis sur la première option, on avait déjà les scénarios avant le départ. Hein, de quand on prépare la course, on savait que il y allait avoir ce choix un peu important. Donc on a continué d'utiliser les premières 48 heures de course pour affiner ce choix, mais on avait à peu près une bonne idée de la date butée à laquelle il allait falloir trancher entre la route directe ou la route sud, quoi. D'accord. Et raconte-nous justement comment, à quel moment vous prenez la décision finale. Je crois que vous déclenchez peu avant Madère, là où les bateaux de tête continuent au sud. Vous finissez par virer, je crois qu'on est le 11 novembre à peu près, ou dans la nuit du 10 au 11 novembre. À quel moment vous choisissez cette option et qu'est-ce qui vous fait vous décider? Bah nous, on avait mis déjà un peu de poids sur cette option, pas parce qu'elle nous faisait rêver, hein, mais plutôt parce qu'on voyait un peu la route sud comme une voie sans issue. On avait peur des calmes liés à l'anticyclone qui nous barrait la route et qu'il fallait traverser. Ce que les routages surestiment à chaque fois, c'est que on traverse les zones de calme un peu comme par magie, mais dans la réalité, c'est toujours plus compliqué. Et puis, on trouvait que les perspectives sur la route sud n'étaient pas complètement, faisaient pas rêver derrière, donc ça méritait considération de s'intéresser aux routes qu'on peut appeler route ouest ou route directe. Moi, j'aime pas le terme de route nord parce qu'une route nord, c'est pas ça. Une route nord, on parle de route nord, une route sud, c'est par rapport à la route directe. Une route nord, ça voudrait dire monter très nord. Là, nous, on était très proche de la route directe tout le temps, qui passait par les Açores qu'on devait laisser à tribord. Donc, voilà, on a un peu étudié au maximum de ce que nous offrait le temps et les derniers fichiers météo pour confirmer qu'il n'y avait pas des probabilités importantes que ça gagne au sud et de dire bon bah ça nous semble maniable et raisonnable d'aller dans l'ouest, donc go, on y va. On a une forte conviction que ça peut être bon et qui on en discutera peut-être un peu plus tard, mais c'est avéré bon parce que si on remet le bateau Teamwork avec ses performances sur une route sud, on n'aurait pas eu ce résultat-là. Ouais, bien sûr. Morgan, Johan aussi, je te poserai la question après. Quand vous voyez Groupe Dubreuil et Teamwork.net déclencher son virement et faire route vers l'ouest, vers la route directe, comme le disait Julien, quelle est la réaction à bord? Écoute, ouais, on s'attendait à ce que quelqu'un le tente. On savait pas trop quand. Je trouve que en plus, la décision a été prise tardivement par Julien et tout ça. Alors sûrement à bonne décision, mais on n'a pas suivi plus que ça. On savait qu'elle existait. Et là, on rentre un peu dans la problématique des objectifs à suivre, où nous, ça nous paraissait délicat d'aller prendre un niveau de risque trop élevé pour un gain trop faible sur la route nord, d'aller rencontrer d'autres tempêtes, c'est-à-dire en gros avec un bateau qui avait besoin d'absolument courir et finir le futur retour à la base là, dans une dizaine de jours maintenant. Donc ça faisait déjà partie de l'équation de décision de se dire ok bah nous on va pas là-dedans pour une prise de risque trop élevée. Et ensuite par habitude elle a quand même tendance à pas trop passer alors que je suis plutôt la route ma route de la route du Rhum de l'année dernière était quand même très directe comme disait Julien à juste titre. Quand tu passes par les Açores on est sur la route directe hein, de toute façon.
Mais voilà, on sait que c'est des routes qui se dégradent parce qu'en fait la solution elle est à plus d'une semaine généralement pour redescendre vers les Antilles et du coup le niveau de confiance dans les fichiers à une semaine il est souvent faible et il n'y a pas souvent une porte de sortie facile de ces scénarios-là. Alors que quand on est dans le sud, dans l'Alizé, au pire, si tu as un peu d'Alizé manquant, tu repiques au sud, mais bon, tu arrives toujours à avancer globalement. Je fais un schéma un peu général, mais voilà, on était en tout cas intéressé de voir un bateau le tenter parce que nous, ça nous permet de nous étalonner parce que les routages sud étaient tous perdants d'environ 2 jours à un moment. Enfin, je sais plus trop, faudrait faire des recherches précises, mais c'était hyper conséquent comme perte. Et du coup, ça nous permet de savoir un peu, voilà, quand le routage nord est gagnant de 2 jours ou plus, peut-être que là, ça commence à vraiment être des routes très gagnantes. Et à moins de 2 jours, c'est peut-être pas si simple que ça à jouer. Surtout comme le disait Julien à un moment, enfin, dans des interviews en tout cas, les vitesses qu'on a montrées dans les alizés étaient vraiment exceptionnelles. On faisait 23, 24 nœuds de moyenne dans 18 nœuds de vent environ. Ce que moi j'avais clairement pas dans mes polaires, hein. On routait les bateaux à près de 110% parce que la mer était dans un super état, on n'était pas très loin de l'anticyclone qui était assez gros, donc la mer ressortait assez plate et bien lissée avec une longue houle et les bateaux étaient juste magnifiques à naviguer dans ces conditions-là. Et donc voilà, entre ta perte de performance au nord par scénario météo instable et conditions difficiles et ton gain dans le scénario du sud parce qu'en fait tu vas un peu plus vite que prévu parce que les conditions sont peut-être meilleures, voilà, c'est jamais facile à juger, mais en tout cas, c'était génial d'avoir un bateau qui l'ait tenté jusqu'au bout. Et félicitations à eux, il fallait être courageux pour prendre cette décision-là. Et comme le dit Julien, c'est probablement une très bonne décision pour eux, parce qu'effectivement, ils n'auraient pas pu se battre contre la flotte du Sud. Le bateau est sûrement pas aussi performant que le top 10 ou top 5 en tout cas de la flotte IMOCA. Donc voilà, et bien leur en a pris. Et chapeau, je suis très impressionné de ce qu'ils ont fait. Eh bien, nous avons perdu Morgan en route. Nous sommes désolés. Apparemment, un gros problème de connexion avec le bateau Four People en Martinique. Donc, on va continuer cet épisode avec juste Johan Richomme et Julien Villon. Johan parlait à l'instant de cette route nord qui était un peu plus risquée, en tout cas un peu plus casse-bateau, avec l'enjeu de retour à la base derrière. Julien, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée cette route nord? Non, on va pas l'appeler la route nord, désolé, on va l'appeler la route ouest ou la route directe. Comment s'est passée cette route? Est-ce que effectivement vous avez rencontré des conditions difficiles avec Justine et comment ça s'est passé pour vous deux? Écoute, dans un premier temps, je dirais qu'on a eu des conditions moins fatigantes que nos copains de la route sud parce que nous on a fait le choix de pas rentrer dans l'anticyclone. Donc certes on était au près, mais sur une mer hyper lisse et avec un vent très régulier et du grand beau temps. Donc on a fait 2 jours pour se sortir vers l'ouest de l'anticyclone et aller vers les Açores dans des conditions assez géniales. Alors pas aussi rapide que du portant, mais très agréable. Et bon, sortir d'une dorsale sans vent, c'est jamais reposant parce que le vent tourne dans tous les sens et il faut arracher chaque mètre vers le sud sont importants. Donc, j'imagine cette nuit-là, ils n'ont pas chômé. Et puis derrière, ils ont eu le passage des Canaries avec des empannages nombreux, de l'accélération de vent, des dévents, enfin, pas mal de boulot. Et donc, si on fait la photo entre les Açores et les Canaries, je pense que notre route avait été plutôt plus confortable. Et c'est après que ça s'est gâté pour nous parce qu'on savait qu'on allait à la rencontre des systèmes qui arrivent de l'ouest avec un premier front qui était vraiment pas violent, un front qui se désagrégeait. Donc, on a eu 25-30 nœuds dans le front tout à fait maniable et qui était bien. Un second, pareil, un front qui était pas très violent mais plus compliqué à gérer. Et puis finalement, la porte de sortie, elle était derrière une grosse dépression assez creuse qui elle, pour le coup, c'était des conditions ventées. Ouais. Un peu plus copieuse, mais avec un état de mer qui était loin d'être chaotique pour ce type de phénomène météo. Donc c'est aussi ce qui nous a poussé à se dire que c'était jouable. Et est-ce qu'à ce moment-là, sur ces différents fronts que vous avez traversés, vous avez eu des pépins techniques ou le bateau était nickel? Non, les pépins techniques qu'on a eu, on les traînait depuis un peu le début. On a eu le problème de hook de grand voile qui était récalcitrant depuis la sortie de Manche,
où ça marchait pas tout le temps. Donc c'est le système qui nos voiles elles tiennent sur des systèmes de verrous, elles tiennent pas sur les cordages. Les cordages ne servent qu'à les monter et descendre. Et là c'était en l'occurrence le verrou qui nous permet de, de maintenir la grand voile soit entière, soit au riz 1, riz 2 ou troisième riz, qui était un peu récalcitrant et qui a fini par casser. Et donc en fait, dans notre malheur, on a eu un peu de réussite, c'est que le troisième front, on n'avait plus que le RI 3 qui fonctionnait, mais il se trouve que c'était la bonne toile pour continuer d'aller vite dans la dépression. Donc on n'a pas été trop handicapé par ça. Mais par contre, on a dû faire un petit arrêt au stand de 3 heures dès que les conditions ont molli et qu'il a fallu renvoyer de la toile. Là, on était coincé. Donc on a dû là faire la manipulation, enfin le bricolage pour pouvoir changer de chariot de tétière de grand voile. Donc, ça a imposé d'affaler la GV en entier et de bricoler 2 heures et de renvoyer. Donc là, on a perdu des plumes dans cette option à ce moment-là. Et qui s'est collé à la montée dans le mât? Alors, c'est toi ou Justine? Ni l'un ni l'autre, on aime ça, mais c'est tout le temps moi qui perds. Non, non, ouais, c'est moi qui suis monté, mais en l'occurrence, cette fois-là, il n'y avait pas besoin de monter très haut pour voir qu'il y avait un problème. Donc, on a affalé la grand voile et on a travaillé sur le pont, quoi. Ouais. Et est-ce que j'imagine que vous regardiez bien évidemment la route du Sud. Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à faire des routages de la route du Sud pour savoir comment vous alliez vous en sortir par rapport à eux? Oui, dès le début, en fait, parce que c'est un grand paramètre dans la décision, en fait, comme le disait très justement Johan, et il y a plein de choses qui s'imbriquent pour construire une décision stratégique. On a coutume de dire que si tu trouves des routes sud gagnantes directes, ça vaut pas trop le coup de se prendre la tête à regarder des routes plus engagées dans l'ouest, parce que c'est toujours compliqué de redescendre et tu sais que tu vas forcément perdre plus que ce que proposent les routages sur ces routes parce que il y a beaucoup de transitions, éventuellement du vent fort, de la mer. Donc, si les routes optimales sortent directement dans des routes d'alizé, te casse pas trop la tête. Si en revanche les routes d'alizé sont un peu fermées et qu'il y a des routes ouest qui apparaissent comme c'était le cas, regarde quand même les routes sud parce que si elles perdent peu, dans la réalité elles seront gagnantes. Et là, on était dans encore un troisième scénario qui est que les routes ouest gagnaient énormément. Donc on se disait même si on l'optimise pas à fond, ce qui était notre projet, on se disait bon la route ouest gagne énormément, mais elle va quand même dans des conditions fortes. Si nous on met le curseur dans des conditions un petit peu moins fortes, on perd une dizaine d'heures, mais il nous reste encore un matelas suffisamment confortable pour dire que c'est réalisable, même si on ne tient pas exactement les vitesses proposées par le routage, ça nous met quand même devant ou au contact des bateaux de la route sud, qui serait une opération assez excellente. Donc on avait essayé de prendre ça en compte et ce qui a mis beaucoup de poids sur cette route ouest. C'est sûr que si tu vas dans l'ouest te faire cartonner et que la perspective c'est d'arriver 1 heure devant, dans la réalité t'es sûr que tu seras une journée derrière. Mais là en l'occurrence ça gagnait beaucoup par l'ouest. J'imagine que vous aussi, Johan, à l'inverse, sur votre route sud, vous avez beaucoup routé Teamwork pour savoir comment il allait sortir par rapport à vous. Écoute, ouais, on a dû commencer à faire ça, je pense à 5-6 jours de l'arrivée, ouais. On avait regardé forcément quand il est parti. Et puis après, on avait un peu de boulot. Et puis en fait, c'est un peu bête, mais ça fait des grands fichiers météo à aller chercher à un moment Ouais. quand la flotte elle s'écarte. Et puis des fois, il faut être faut simplifier les choses. Mais c'était quand même étonnant parce que tu vois, par exemple, quand on a traversé la dorsale, les routages, ils nous disaient de la retraverser dans l'autre sens, de retourner aux Açores alors qu'on était à Madère pour aller sur la route directe du nord et que c'était encore gagnant, quoi. Donc tu vois, on n'arrivait pas à lui dire non mais arrête de nous envoyer là-haut, quoi. C'était vraiment non, c'était impossible, quoi. Le truc, il voulait vraiment pas passer par les alizés. Donc c'était assez extrême, j'ai trouvé ça comme situation de routage. Et après, on s'est réintéressé à 5-6 jours, ouais, comme je te disais, en se disant voilà qu'ils avaient quand même leur dernière grosse transition qui allait arriver. Et puis après, ils avaient plus ou moins un tout droit vers la Martinique. Et il y a des fois, on se disait oula, s'ils enchaînent bien les trucs,
ça va faire mal leur histoire. Et voilà, alors on les a vus s'arrêter plusieurs fois. Alors peut-être des transitions, peut-être des problèmes techniques. C'est toujours dur de l'extérieur de juger, mais perdre un peu de temps en tout cas. Et au final, pour venir mourir pas si mal placé dans la flotte. Donc enfin, je pense que Julien est beaucoup mieux placé que moi pour en répondre, mais qu'à quelques détails près, ça aurait pu vraiment tourner en leur faveur. Et voilà. C'est génial comme petit scénario en tout cas. Ouais, c'est clair. Et vous, du coup, la course s'est résumée. Alors, il y a eu quand même un passage un peu stratégique des Canaries pour vous. Vous n'êtes pas tous passés au même endroit. Quel a été votre choix, vous, à ce moment-là, Yon? Écoute, ouais, on est sorti de la dorsale, de l'anticyclone au niveau de Madère. Et en fait, bon, j'ai déjà fait quelques passages des Canaries. Et si tu veux, j'avais une sévère tendance à simplifier l'histoire. Parce que souvent, ça va chercher des couloirs de vent. Tu fais plein d'empannages, tu te crames, tu fais des erreurs, tu casses du matos. Enfin bon, ça peut. Puis les Canaries, ça accélère fort quand ça veut, quoi. Tu peux vite te retrouver avec 35 nœuds de vent. Et puis alors là, les empannages, c'est plus les mêmes. Et du coup, j'avais bien simplifié. On a fait un tout droit. On allait longer Lanzarote, mourir le long du DST. On avait vraiment bien ajusté notre trajectoire. Et puis on a fait en 2 empannages. Un pour rejoindre l'accélération le long de Las Palmas et un autre pour ressortir, aller faire un second tout droit vers Darla. Et donc en fait, en 2 empannages, on avait fait l'histoire avec toutes les bascules dans le bon sens, la bonne position dans la pression. Donc je peux pas dire qu'on y a laissé beaucoup de plumes et beaucoup d'énergie, donc ça c'était cool. Et d'ailleurs, on ressort de cette zone-là plutôt en tête, puisqu'on croise devant Fort People. Voilà, donc ce scénario-là, au final, assez simple pour nous. Et ensuite, on a engagé une bataille d'empannage, je sais pas combien on en a fait, jusqu'en Martinique, mais parce que c'était vraiment du pur portant, donc on a fait que des bords à descendre, jamais vraiment de route directe vers la Martinique, donc long, on va dire. Et puis là, on a été beaucoup moins bon. Je t'avoue qu'il y avait des trucs que j'ai moins bien anticipés, beaucoup de phénomènes qui n'étaient pas sur les fichiers. Et plusieurs fois, sur des petits décalages, on s'est fait ouvrir la bouche par les autres bateaux, enfin surtout Fort People et Fort Planet, là, où ils se calaient, tu vois, je sais pas, à 20 000 de nous, et là, ils prenaient 10 degrés de refus, et ils faisaient la nuit entière dans 10 degrés de refus, et on perdait 40 000. Et après, on recravachait, on arrivait à revenir, donc il n'y a pas eu que des coups perdants, mais beaucoup de coups où en très peu de décalage, on prenait cher, et j'ai l'impression qu'on était mal récompensé là-dessus, ou alors en tout cas, j'ai beaucoup appris, parce que je pense que sur certains effets, j'ai compris des choses, et que ça me servira pour la suite. Mais c'est vrai que j'avais rarement fait une descente d'Alizé plein portant comme ça. Il y avait toujours eu que quelques coups à jouer, des placements un peu très généraux. Là, il fallait descendre, utiliser toutes les pressions, toutes les bascules, ça empannait toutes les 6 heures. Intéressant, mais voilà, avec un peu des phénomènes nouveaux à gérer pour moi que je connaissais pas. Donc voilà, pas en grande réussite, mais de bonnes leçons. Ouais, il y a eu notamment un petit dernier coup, c'était, je crois, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Vous décalez un petit peu au nord par rapport à Fort People. Est-ce que c'était, qu'est-ce que vous alliez chercher? Il y a une vidéo où Elias raconte que vous allez chercher une bascule. Est-ce que vous allez vraiment chercher cette bascule, ou c'est un peu un coup de la dernière chance pour aller tenter un coup et météo pour essayer de passer Fort People? Non, franchement, sur la Transat, on n'a tenté aucun coup par rapport aux autres. On a fait que faire ce que l'on sentait. On avait l'impression, en tout cas, de bien analyser nos situations avant de décider. Alors après, est-ce qu'on avait vraiment les polaires qu'il fallait pour bien décider? Bon, j'avais quand même quelques doutes. On est un peu frais en IMOCA et j'ai pas toutes les billes là-dessus. Mais non, c'était rien de par rapport aux autres, quoi. C'était vraiment dans une idée d'efficacité pure de rejoindre la Martinique le plus vite possible. Et c'est vrai que là, sur ce coup-là, on allait chercher une bascule de droite, donc on se décale à droite, on y va bien. Puis les autres, ils suivent pas tout de suite. Et on se dit, c'est pas grave, on va quand même avoir la bascule au bout et tout. Puis en fait, elle vient pas, ou quasiment pas, ou très tard. Et en plus, les autres prennent de la gauche par en dessous et créent un latéral monstre. Et ça a refait ça dans la dernière nuit, où on veut pas aller, de par la leçon d'avant, d'être allé trop loin, prendre trop de risques. On n'est pas allé à fond dans l'option que proposait le routage. On coupe un peu avant. Fort People, Fort Planet, alors on sait jamais lequel c'est compliqué. Fort Planet, ah ouais, je sais pas comment on va s'en sortir, hein, encore 3 ans comme ça.
Il se décale de quoi? Allez, franchement, 5000, 6000 sous le vent. Et là, pareil, 10 de refus. Et il nous colle 15 000 de latéral. On est obligé de recroiser en panique, se recaler 3000 de vent. Et donc, on a passé toute la dernière nuit, 3000 de vent force de planète, à essayer de cravacher, de regagner quelques centaines de mètres par centaines de mètres. Et franchement, on était deg à chaque fois, ça tournait un peu contre nous. Et d'ailleurs, ils sont venus nous le dire à la fin en mode, mais putain, bah, à chaque fois, vous étiez pas payé, quoi. Le moindre décalage qu'on faisait, c'est une sanction pour nous, quoi. Donc voilà, écoute, j'analyserai tout ça à tête reposée cet hiver. Il y a sûrement des choses à apprendre. Toujours est-il qu'on a réussi à s'en sortir, que ça nous a mis dans des situations délicates et de challenge. Et non seulement la dernière nuit, en plus ça nous a servi, je pense, à apprendre beaucoup de choses sur le maniement du bateau, les angles à choisir au portant, la façon de le régler. On a eu une courbe de progression assez forte pendant toute la transat. C'est sûr que si tu remets le duo Yann et Johan de l'arrivée, tu le remets aux Canaries, je pense qu'on se bat avec Thomas et Morgan beaucoup plus longtemps. Je sais pas si ça aura changé la donne à la fin, je pourrais jamais dire ça, mais en tout cas, on aurait été beaucoup plus accrocheurs, on avait beaucoup plus de billes, on était beaucoup plus fin dans les réglages à la fin que ce qu'on pouvait être au début, où c'était vraiment une grosse découverte sur plein de sujets. Ouais. Finalement, vous terminez avec 9 minutes et 7 secondes, je crois, d'avance sur Force the Planet. Vous, Julien, vous avez donc ce long bord où vous descendez quasiment en route directe sur la Martinique. Comment vous avez vécu ce bord? Est-ce que vous étiez à compter un peu le nombre de places que vous pouviez grappiller? Est-ce que j'imagine que vous regardiez ce qui se passait dans le sud? À quel moment déjà vous vous êtes dit, on va pas, en tout cas, on va pas gagner. Et comment vous avez vécu un peu ce long bord, cette descente vers la Martinique? Déjà, ça faisait du bien d'ouvrir un peu les voiles pour nous parce qu'on avait et de mettre du sud dans la route. À un moment, on n'y croyait pas trop. Il était temps que ça arrive. Et donc, c'était surtout le bout du tunnel. Et non, il y a quelque chose qu'on n'avait pas bien appréhendé, c'était à quel point ces nouveaux bateaux avaient un potentiel de vitesse et de performance élevé. Et donc, à la sortie des Canaries, quand j'ai commencé à prendre les pointages des autres et regarder que, bon, une fois, deux fois, trois fois, tu vois des pointages à 23, 24 nœuds sur une heure. Mais en fait, ça a été ça pendant tous les jours qui ont suivi la sortie des Canaries jusqu'à l'arrivée. Et donc, c'était bien au-delà de ce qu'on leur avait prédit dans nos calculs à nous. Donc, on s'est dit, bon, ça va quand même être chaud d'aller passer devant. Mais quand on faisait des situations par rapport aux bateaux, disons, de notre génération ou avec qui on se situe plus ou moins dans le classement, on voyait qu'on était fortement devant, donc ça confirmait que notre option était toujours intéressante. C'était pas une histoire de météo, mais qu'il y avait aussi beaucoup de performance. Et puis au-delà de ça, la situation s'est un peu bonifiée dans le sud avec un alizé qui s'est un peu reconstruit. Il y avait un petit front qui se dégradait entre nos deux routes et qui pouvait tuer un peu l'alizé, mais qui s'est un peu résorbé plus vite que prévu. Du moins, l'alizé a été un poil plus fort. Donc, tous ces petits curseurs basculaient lentement vers la route sud et ont fait que c'était un choix de route très très bien pour ces bateaux-là. Et puis, nous, on avait bien intégré dans notre décision aussi que on se doutait que certains avaient été attirés par la route, mais c'est plus difficile à prendre comme décision quand tu es dans les leaders de flotte et que tu as la capacité de t'exprimer sur une course de vitesse à suivre. Euh, c'est plus dur de s'engager dans une décision météo où tu sais que tu te recroises pas avant la Martinique pour des bateaux qui sont en développement, qui ont des besoins de terminer les courses et qui ont besoin de temps de nav en confrontation. Leur choix m'apparaissait aussi logique. Enfin, du coup, je comprends tout à fait ces décisions-là aussi. Nous, la situation est pas la même. Le bateau ne fait pas de retour à la base. Justine est quasiment qualifiée. Enfin, on n'est pas sous pression de ce côté-là. Et on savait que c'était vacances à l'arrivée de la Jacques Vabre, donc on se sentait d'y aller. Ouais, ça a beaucoup, finalement, sans doute pas mal joué, le fait que Justine n'est pas ne soit pas inscrite sur retour à la base. Ça a été, j'imagine, un argument, en tout cas, qui a compté à l'inverse pour tous les sudistes qui, comme disait Johan, qui ont peut-être voulu prendre moins de risques sur cette route plus engagée. Oui, ça a pesé, même s'il faut faire toujours attention dans les décisions de pas mettre trop de paramètres, sinon ça devient compliqué.
une chose est sûre, c'est que ce qu'on aimait bien dans cette route ouest, c'est qu'il y avait moyen de la manipuler un peu. Les choses s'envenimaient en termes de vent ou quoi, on avait des portes de sortie, quoi. On n'était pas dans des endroits comme la sortie de la Manche ou du golfe de Gascogne où si tu peux pas passer avant la dépression, t'es coincé. Là, on pouvait mettre un peu plus de sud dans notre route ou aller chercher un petit peu moins les fronts. Ça coûtait un peu de temps sur les routages optimales, mais assez peu, et ça bonifiait les conditions qu'on rencontrait. Et comme on avait à l'époque un peu de crédit de temps sur ceux de la route sud, on savait qu'on pouvait en sacrifier. Enfin, Julien, vous terminez finalement à la 6e place, à moins d'une demi-heure du 4e Charal et à seulement 1 minute, je crois, et 5 secondes d'avance sur Malizia. Ça a été, j'imagine, un petit peu chaud cette fin de course. Vous avez dû regarder un petit peu dans le rétroviseur aussi. Oui, bah déjà, tout ce long bord, on voyait bien que les 3 premiers seraient intouchables et on espérait un scénario où on arriverait peut-être à aller vers cette 4e place. On savait que ça se jouerait entre 4 et 7, quoi, avec le paquet initiative Charal et Malidia. Mais quand on a vu que on avait beau arriver sur un angle un peu plus serré, un peu plus rapide, mais que notre bateau il gardait les mêmes moyennes que ceux qui étaient légèrement décalés dans l'est sur un angle plus abattu, qu'ils arrivaient quand même à tenir nos vitesses, on s'est dit que ça allait être compliqué. Mais on n'a pas lâché le morceau et on s'est dit que Malidia était un peu trop pas venu se recaler suffisamment dans l'ouest, donc il avait laissé une petite brèche ouverte qui pouvait être payante sur la fin. On s'est accroché un peu à cette carotte-là pour continuer de naviguer vite jusqu'au bout. Et ça s'est fait vraiment à l'entrée sur la Martinique où on a pris une petite rotation à la pointe là. On s'est forcé à faire le changement de voile pour mettre plus de toile pour la fin de course. Donc on a une grosse débauche d'énergie. Mais ça s'est avéré payant parce on a réussi à croiser juste devant Malizia et se mettre dans une situation de contrôle. Ensuite pour protéger jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais ouais, c'était chaud hein, parce que c'est pas facile avec ce contournement de l'île, même si les dévents sont pas énormes. Il y a toujours une situation où ça revient un peu par derrière. Bon, une belle 6e place à l'arrivée. Pour toi, Johan, une très belle 2e place. Hein. On rappelle que ton bateau n'a été mis à l'eau qu'il y a 9 mois. J'imagine que le bilan est largement satisfaisant. Tu disais que vous étiez presque surpris par les performances du bateau. C'est vraiment le cas? Ouais, écoute, moi je suis surpris de tout parce que j'avais jamais fait d'IMOCA à foil, donc si tu veux, il y a un peu tout qui est nouveau pour moi là-dedans. Mes expériences IMOCA avant, c'était en bateau à dérive, ce qui est déjà loin d'être ridicule. Mais là, c'est vrai qu'il y a des moments, les bateaux, ils sont juste stratosphériques, quoi. À un moment, j'ai envoyé des screenshots à l'équipe de performance du bateau sur 20 minutes ou une demi-heure. Et on était à 24 nœuds de moyenne dans 17 nœuds de vent. Ça faisait 50 degrés de l'apparent au portant, quoi. C'est des trucs de multicoque. Voilà, il y a des petites phases là où une fois que tu as décollé, le bateau il est vraiment exceptionnel. Et c'est vrai que ça va très très vite et c'est plaisant en sensation, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Le bateau il monte, il redescend sur ses foils violemment parce que ça peut pas, on n'a pas un vol maîtrisé comme on le sait très bien. Et du coup, bah ouais, toute une découverte. Je t'avoue que, comme je disais tout à l'heure, on a explosé nos polaires au portant parce que j'avais jamais enregistré des vitesses comme ça dans 17-18 nœuds. Pour moi, jusqu'à 16 nœuds de vent, on était quasiment sous spi, alors que là, en fait, c'était même pas du tout le cas. Même pas en rêve, on mettait le spi, quoi. C'était vraiment, tu mettais le Genac, tu bordais à fond et puis tu mettais la poignée dans le coin et tu allais le plus vite possible. Donc ça, c'était assez génial. Forcément engageant hein, mentalement et physiquement d'être toujours sur un bateau avec de l'eau sur le pont en permanence, déplanté, tu passes de 30 nœuds à 15 nœuds avec une tonne d'eau sur le pont. C'est assez impressionnant, mais c'est usant aussi, quoi. Donc, écoute, voilà, j'en garde en tout cas un excellent souvenir, la découverte de ces bateaux-là. 2 bateaux neufs, tu disais, il y a 9 mois qu'on est à l'eau, mais bon, bah, Thomas, à peu près pareil, on a mis à l'eau Ouais. en même temps. Et c'est vrai que, bon, bah, là, on a vraiment l'impression de vivre un coup de maître de la part d'Antoine Coche, notre architecte, qui a mené un superbe projet de design dans lequel, en tout cas à titre personnel, je me suis absolument éclaté et j'ai trouvé des gens
d'une précision incroyable dans leur travail, dans leur démarche, dans leur vision, et la qualité d'Antoine à titre lui personnel d'être navigant et architecte, et la qualité de tous les intervenants qu'il y avait à côté, ça faisait vraiment plaisir, et le résultat est là. Les bateaux, ils sont, je pense, quand même un petit peu plus faciles que certains designs 2020 à vivre, et avec un surplus de performance par moment qui est très intéressant. On est sur des bateaux beaucoup plus aériens, très équilibrés, avec beaucoup de capacité de cabrage, alors, enfin, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire le mettre sur le nez ou le mettre sur l'arrière, pour passer plus ou moins bien la mer, pour être plus ou moins performant, pour planter plus ou moins. Voilà, c'est impressionnant ces bateaux-là. Je pense qu'on a beaucoup encore à découvrir, beaucoup d'adaptation par rapport à ce design-là à faire dans les prochaines courses. Et ça, c'est rien que la perspective de ça est ultra intéressante. On va avoir un chantier d'hiver riche qui va nous amener à le tuner encore un petit peu plus pour être encore plus à l'aise l'année prochaine, si possible. Bon, Antoine Coche, on rappelle qu'il prend la 3e place avec Sam Goodchild sur Force de Planète, l'ancien bateau de Thomas Ruyant qui avait gagné en 2021. On va terminer avec toi, Johan. Quel est maintenant le programme? Il y a le 30 novembre, départ de retour à la base. Donc, on rappelle le transat en solitaire entre Fort-de-France et Lorient, qualificative pour le Vendée Globe. Ça va être dur de se remettre en condition, ou est-ce que tu te projettes, t'as déjà basculé un petit peu vers cette échéance, ou il y a quand même encore quelques jours de repos? Ouais, je pense que mon équipe aimerait entendre qu'il y a encore quelques jours de repos, mais je crois que dans ma tête, je suis déjà en train de basculer. Ils m'ont dit de me calmer déjà hier soir, mais voilà, moi je suis déjà parti. Je suis déjà parti dans la suite. Hein. Les choses vont trop vite. Voilà, on se reposera quand on sera à la retraite. Hein, c'est pas grave. Mais là, ça va vite. On a 10 jours pour faire un turnover du bateau. Nous, on a un peu de travail structurel à faire dedans. Donc là, les équipes se sont mis à pied d'œuvre direct hier. On a fait déjà un check du bateau général, mais qui va durer encore plusieurs jours, parce que des fois, c'est des bateaux assez complexes. Donc pour trouver les moindres petites casses, ça peut mettre du temps. Donc voilà, j'incite tout le monde vraiment dans l'équipe à être hyper pointilleux et méticuleux là-dessus, et à aller vraiment tout inspecter de fond en comble, parce qu'effectivement, dans 10 jours, on repart sur le retour à la base. Gros enjeu pour nous, on le sait depuis 2 ans. C'est notre plus gros enjeu. La Jacques Vabre, c'était presque pour rigoler à côté. Là, on joue notre qualif Vendée. Si on arrive à terminer la Transat, ce que je souhaite et ce pourquoi je vais œuvrer, on va dire, dans les prochaines semaines, on est tranquille l'année prochaine, quoi, en termes de critères de qualification pour le Vendée Globe. Voilà, donc l'enjeu est important de la finir. Donc je vais m'atteler surtout à ça. Et après, c'est intéressant dans un autre objectif, c'est que c'est, alors du coup, on va en avoir une autre l'année prochaine, mais c'est une Transat où on est poussé par les vents, normalement par les systèmes. Alors tu vas me dire, on pourrait se la faire au près, et tout est possible encore aujourd'hui, mais on pourrait être plus dans un scénario Vendée Globe où on est poursuivi par les dépressions. Ce que moi, j'ai jamais vécu, en fait. J'ai jamais fait une transatlantique d'ouest en est. Donc, c'est des scénarios que j'ai envie de voir, qui sont intéressants. Donc, on a pas mal orienté notre config voile, config bateau, très Vendée Globe. On est déjà en configuration Vendée Globe sur pas mal de choses. Hein. On a énormément de matériel à bord, énormément de gasoil. On a les voiles du Vendée Globe. Enfin voilà, tu vois, on est déjà en config en fait. Donc on est limite, on pourrait se dire qu'on est même un peu lourd, quoi, pour une Jacques Vabre et tout ça. On aurait pu descendre du matériel, mais on veut vraiment apprendre du bateau dans sa config finale. Et donc voilà, objectif super intéressant. Et voilà, donc ma première transat, ma première nave en solitaire sur un IMOCA, ça sera le jour du départ. Et donc forcément, beaucoup de choses à apprendre. Ouais, bah, j'imagine que tu seras bien riche d'enseignements, toute l'équipe à ton arrivée à Lorient. Julien, un petit dernier mot. Quel est le programme pour toi maintenant? Un petit peu de vacances, tu vas profiter un peu des Antilles, ou tu fais un retour convoyage? Quel est un peu ton programme immédiat et dans les semaines à venir? Non, je profite quelques jours des Antilles. Le bateau rentre en convoyage, comme le disait Justine, ne fait pas le retour à la base, donc c'est notre équipe qui qui ramène le bateau à Lorient, qui va partir en fin de semaine. Ça nous permet de sortir le bateau de l'eau assez vite début décembre pour démarrer le chantier d'hiver tôt, et donc remettre à l'eau tôt en début d'année prochaine. Nous, on a une nouvelle paire de foils qui arrive, donc qui sera
à la remise du bateau à l'eau au mois d'avril l'année prochaine, mars-avril. Donc le programme, ça sera maintenant repos en fin d'année, débriefer de toute cette Jacques Vabre et de cette année, parce que j'accompagne Justine dans la globalité de son projet, donc tous ces enseignements de la Jacques Vabre et de la saison, il faut capitaliser dessus, continuer d'essayer d'améliorer le mode d'emploi de notre bateau, parce que il y a toujours des choses à faire. Et puis début d'année, je serai impliqué dans du routage à nouveau, sur l'Arkea Ultime Challenge, où je ferai partie de la cellule de routage du Maxi Gitana. Joli programme en perspective pour toi, Julien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris du temps pour revenir sur cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre. On va vous laisser le temps maintenant de profiter un petit peu du soleil martiniquais. On s'excuse encore d'avoir perdu Morgan Lagravière en route. Johan, on te souhaite un bon retour sur la retour à la base qui s'élance donc le 30 novembre de Fort-de-France à destination de Lorient. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 142e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous. Merci Axel, à bientôt. Ciao Julien. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!